Ah, la lecture. Si vous êtes déjà entré dans une bibliothèque, il est vraisemblable que vous vous y adonniez joyeusement. Mais qu'est-ce que c'est lire un livre? Bon, une autre question bizarre. Mais c'est vrai, quand peut-on affirmer avoir compris un livre? Pierre Bayard a écrit un livre dont le titre est Comment parler des livres que l'on n'a pas lus. Le titre en lui-même est une aberration. La décence nous empêche de parler des livres que l'on n'a pas lus. Comment pourrions-nous même tenter de parler de livres qu'on n'a pas lus? Eh bien, aujourd'hui, nous allons détruire deux préjugés. D'abord, il est suffisant de lire un livre pour le comprendre et qu'on ne peut pas comprendre un livre si on ne l'a pas lu. En d'autres mots, on peut très bien lire un livre et ne pas le comprendre, et on n'a pas besoin de lire un livre au complet pour le comprendre. Comment ne pas lire un livre au complet? Comment peut-on penser faire une telle chose? Un livre, ça se lit de la couverture à la dernière page. Ma mère faisait comme ça. La mère de sa mère faisait comme ça. Et la mère de sa mère à elle faisait comme ça. Et s'il y avait un autre moyen de le faire? Donc, première question, pourquoi lit-on? Pour le fun ou pour apprendre des choses? Ça arrive qu'on commence un livre puis que c'est plate. On n'a absolument aucune raison de le lire au complet. C'est plate. Vous n'avez aucun devoir envers personne de finir un livre que vous avez commencé si vous n'avez pas le goût. Si c'est pour apprendre des choses, puis que vous vous rendez compte après 20, 30, 40 pages que vous connaissez déjà la matière, mais c'est peut-être pas absolument essentiel de passer au travers des 400 pages qui suivent. Même si vous êtes obligé de lire un livre, disons pour l'école, ça ne veut pas dire que vous devez lire chaque page, ou du moins pas avec la même attention. Donc Pierre Bayard, dans son livre, souligne un fait intéressant. Ce n'est pas parce qu'on a lu un livre il y a 10 ans, même si on l'a lu au complet, qu'on est mieux placé pour en parler que quelqu'un qui vient de passer 10 minutes à le feuilleter, à lire la table des matières, à lire des passages en diagonale. Au fond, c'est quoi la différence entre avoir lu un livre et l'avoir oublié, et de regarder un livre, de le lire en diagonale, de lire les passages clés? La différence entre un livre qu'on a lu et un qu'on n'a pas lu n'est pas si tranchée qu'on pourrait le croire. Vous savez, il y a ces grands classiques qu'on n'a peut-être pas tous lus, mais qu'on connaît quand même. Qui a vraiment lu Hamlet? Peu de gens, sans doute. Mais qui a déjà écouté Le Roi Lion? Ben, beaucoup plus de monde. Pourtant, c'est la même histoire. Et je me demande si les chansons étaient aussi bonnes dans l'original. Qui sait? Si vous avez aussi écouté le remake des Simpsons d'Hamlet, ben à quel point peut-on dire que vous ne connaissez pas le livre? On voit qu'il y a des raccourcis qu'on peut faire pour avoir accès au livre sans le lire. Et ça dépend de ce que vous voulez faire avec cette connaissance du livre. Si vous voulez juste faire une joke dessus, bien, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de moins de référents que si vous avez un examen de 200 questions sur Hamlet. Donc, si vous lisez pour le plaisir, puis que vous avez du plaisir à lire un livre de la première à la dernière page, bien, gâtez-vous. Mais ça arrive qu'il y a des passages moins le fun. Tu sais, vous êtes en train de lire Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal. Mais vous ne tripez pas tant que ça sur la façon dont il décrit les scènes de torture. Bon, si tel est le cas, je vous déconseille quand même de lire le livre. Mais admettons que vous désirez vraiment le lire quand même. Hein? Il est toujours possible de sauter les bouts de torture, les scènes macabres. C'est quand on arrive au moment où on arrache des morceaux puis qu'on en coupe d'autres, bien, on commence à lire en diagonale, jusqu'à ce que les mots cris de douleur, agonie, puis marre de sang bien, apparaissent plus trop. Bien, de cette façon, vous n'aurez certes pas passé à travers tout le livre, vous n'aurez pas une connaissance approfondie de chacune des pages, mais vous allez avoir atteint votre objectif, qui est de passer au travers du livre, ce qui se fera quand même assez vite si vous sautez les scènes de torture, et ce, sans être malade. Vous connaîtrez les personnages, puis l'intrigue principale. Vous saurez qu'il y a des scènes de violence, même si vous les connaîtrez que seulement vaguement. Puis, où est le problème? Si vous avez lu votre livre, puis vous êtes heureux, vous n'avez pas le devoir de lire chaque mot de chaque page si vous n'en avez pas envie. Maintenant, si vous lisez pour apprendre quelque chose, vous pourriez croire qu'il faut bien lire ce qui est écrit pour apprendre des choses.
certes, mais ça ne veut pas dire que vous avez envie de connaître tous les détails qui sont relatés dans un livre. Donc, si vous vous intéressez, par exemple, aux relations qu'entretenaient les Européens avec les Premières Nations à leur arrivée en Amérique, puis que vous livrez un livre d'histoire, bien, il sera vraisemblable pas uniquement question des relations entre les Amérindiens et les Européens. Donc, il va y avoir plein d'autres informations. Donc, sur le voyage en bateau, sur le système politique, sur la décoration intérieure, que sais-je. En fait, si ça se trouve, il y aura peut-être seulement juste 1, 2 ou 3 chapitres qui sont intéressants pour vous. Mais là, vous n'allez pas commencer à lire un livre de 400 pages juste pour 2 chapitres qui sont intéressants. Pour trouver ce genre d'informations, la table des matières, c'est une ressource qui est précieuse. Donc, quand vous regardez une table des matières, ça vous dit de quoi il est question. Donc, s'il y a une section qui est appelée époque contemporaine, bien, ça ne répondra probablement pas à votre question de départ, qui est à savoir quelles étaient les relations entre Européens et Autochtones au début de la colonisation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne section, qu'il n'y a pas des informations intéressantes. Et peut-être que les réponses que les autres sections vont vous apporter vont vous permettre de vous poser des questions, puis vont vous amener à cette section-là. Mais ça ne vous intéresse pas d'emblée. La table des matières va vous permettre de circonscrire ce que vous cherchez. Elle est d'habitude située au début ou à la fin du livre. Elle permet de cibler votre lecture sur ce qui vous intéresse. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont sans intérêt dans les livres, mais plutôt que ça n'a pas d'intérêt pour vous. Donc, si vous voulez une histoire complète qui a de l'allure, bien, c'est certainement préférable de lire le livre au complet. Mais si vous avez des intérêts ciblés, bien, il faut cibler sa lecture aussi. Supposons maintenant que vous vouliez vous informer sur Platon, parce que vous avez un bibliothécaire un peu spécial qui fait tout le temps des jokes sur Platon en vous regardant dans les yeux et en cherchant désespérément votre assentiment, mais que cela vous laisse mal à l'aise et confus. De fait, vous ne savez pas vraiment ce que vous cherchez. Vous voulez de l'information sur Platon. Fait qu'en checkant sur Wikipédia, vous vous rendez compte que ce grec-là, ben, il a écrit des livres. Puis ça paraît que c'était avant l'invention des jeux vidéo, parce que de toute évidence, il y avait juste ça à faire. Il en a écrit beaucoup. Mais tu sais, beaucoup. Si vous conservez votre ardent désir d'en apprendre un peu plus sur Platon, mais que vous n'avez pas envie de vous taper 3000 pages de dialogue socratique, ça, c'est du monde qui s'ostine. Ben, je vous présente la littérature secondaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, la littérature secondaire, c'est du monde qui, dans la vie, aime ça, lire Platon. C'est le genre de monde qui déjeune en lisant Platon, qui lit Platon dans le bus, sur l'heure du dîner, qui le lit avant de se coucher, puis qui se réveille en sueur la nuit parce qu'ils ont oublié le 6e sens du mot grec « logos ». On n'a pas les mêmes préoccupations. Et ce genre d'individu-là a décidé d'écrire des livres sur Platon pour que ce soit plus facile pour les gens qui ne l'ont jamais lu de commencer à le lire. Ils s'y connaissent, ils font juste ça, lire Platon. En fait, c'est tellement facile de lire Platon après ça que vous n'avez même pas besoin de le lire. Comment est-ce qu'on trouve ça de la littérature secondaire? Bien, lorsque vous allez à votre bibliothèque de quartier, la bibliothèque Saul Bellow par exemple, et que vous cherchez des livres sur Platon, bien, au lieu de chercher des livres dont l'auteur est Platon, vous cherchez le sujet ou un titre contenant le mot Platon. Et victoire! Vous n'avez plus besoin de lire 3000 pages de Platon. Vous pouvez vous contenter d'un petit livre de 100, 200 ou 300 pages. Et comme nous l'avons vu, il est possible de sauter les bouts de plate en fonction de vos intérêts. Donc, il y a aussi des moments, quand on lit, où on est plus ou moins attentif. Donc, si on lit en pensant à d'autres choses, bien, on ne lit pas vraiment. On parcourt les pages du regard. Si vous levez les yeux en vous demandant « qu'est-ce que je viens de lire ?» puis que vous ne trouvez comme réponse qu'une espèce de silence malaisé, bien, c'est possible que vous ne soyez pas extrêmement attentif. Ça nous arrive tous. C'est comme écouter un film. Si tu écoutes un film en parlant au téléphone ou en textant quelqu'un, il ne faut pas se surprendre si on en manque des bouts. De la même manière, ce n'est pas nécessaire de lire tous les mots d'un livre pour avoir une compréhension. Il arrive qu'au contraire, il faille lire plusieurs fois le même passage pour pouvoir le comprendre. 2, 3, voire même 4 fois. Tous les livres ne sont pas aussi faciles à lire que d'autres.
En guise d'exemple, mon chum Platon ici présent. Mais peu importe la difficulté du livre, c'est toujours possible de naviguer dedans librement et d'en comprendre une partie sans avoir à le lire au complet. La quantité de temps à mettre pour lire un livre est proportionnelle à votre intérêt et à vos connaissances préalables du sujet. Évidemment, plus la lecture est complète et approfondie, plus la compréhension risque de l'être. Au fond, lire un livre, c'est explorer. C'est comme se promener dans le bois. Des fois, on sait où on veut aller, on veut sortir du bois, donc direction plein nord. Puis parfois, on ne sait pas trop. On suit un sentier jusqu'à ce qu'on se tanne, puis on en suit un autre. Lorsqu'on sait où est-ce qu'on veut aller, il faut savoir se retrouver dans un livre comme dans une forêt. Donc la table des matières est fort précieuse à cet égard. Ça, c'est comme la carte de la forêt. Mais il y a aussi la littérature secondaire. Ça, c'est inviter quelqu'un dans le bois avec toi qui, lui, sait où aller. Fait qu'il reste juste à profiter du paysage. Mais il y a des fois où on est dans le bois, jamais personne n'est passé par ici, on est tout seul, puis on a la tâche difficile de faire la carte pour les autres. Dans ce temps-là, il ne faut pas hésiter. On marche de long en large, plusieurs fois au même endroit, pour pouvoir dire finalement qu'on connaît la place comme le fond de sa poche. En résumé, il faut abandonner 2 préjugés qu'on a à l'égard des livres. C'est pas vrai qu'on n'a rien compris d'un livre si on ne l'a pas lu. Puis c'est pas vrai que tu as tout compris d'un livre si tu l'as lu. Si tu veux juste pouvoir en jaser un party de Noël, à 2 mètres de distance, donc pas besoin d'avoir passé des heures à lire toutes les pages d'un livre. Mais au contraire, si tu veux comprendre un livre en profondeur, comme jamais personne ne l'a compris, ben, il va falloir plus qu'une petite lecture en diagonale pour arriver à ça. Il va falloir lire le livre encore et encore. Donc, réappropriez-vous votre lecture, lisez comme cela vous plaît et explorez au moins jusqu'à la semaine prochaine. Merci, bonne journée.